Donc, si vous voulez, là, le cerveau, il a l'âge que vous voulez lui donner. Ça, c'est mon premier point. Et ce sont des découvertes relativement récentes. Je ne vous parle pas de la préhistoire. Elles ont à peu près 10 ans. Deuxième préambule. Notre cerveau de l'homme moderne est malheureusement aujourd'hui soumis à ce que j'appelle l'infobésité. C'est-à-dire que les spécialistes de la communication, ils sont passés avant moi, vous avez eu Dominique Walton et d'autres, nous indiquent aujourd'hui que notre cerveau est soumis à un flux constant d'informations. On peut la chiffrer, cette information. C'est-à-dire que, en fait, depuis la création de la naissance de notre civilisation, c'est-à-dire, en gros, un peu de façon arbitraire, on pourrait l'indiquer autour de la création, de l'invention de l'écriture. Donc là, je vous parle, vous voyez, d'un outil. L'invention de l'écriture jusque dans les années 2000, l'humanité a produit sur la planète 5 hexabytes, c'est-à-dire 5 10 puissance 18 bytes. Les bytes, vous les manipulez souvent sous forme de gigas. Donc je vais vous dire 5 milliards de gigabytes ont été produits en l'espace de 5500 ans. Ces mêmes spécialistes nous disent que depuis 2000 à 2012, nous produisons la même quantité d'informations tous les 2 jours. Et en 2013, nous y sommes, nous produisons cette même quantité d'informations toutes les 10 minutes. Donc attention, cerveau en danger, soumis à ce tsunami d'informations. Ce qui fait que, pendant que je vous parle, dans certaines poches, des téléphones vont vibrer. En rentrant, vous aurez votre boîte mail qui va s'accumuler, déborder probablement. Et vous trouverez votre fils devant son ordinateur avec 5 fenêtres ouvertes, l'appelant constamment sur Facebook, sur Twitter et ailleurs et ailleurs et ailleurs. Vous voyez, donc notre cerveau est soumis à un bombardement d'informations. Et il nous faut aujourd'hui le savoir pour nous prémunir de ce tsunami-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devons plus chercher à savoir, mais nous devons chercher à comprendre. C'est totalement différent comme attitude. C'est-à-dire que c'est en fait être sélectif dans l'information. Vous voyez, si votre téléphone se met à vibrer parce que vous avez pris un abonnement et qu'on vous dit un tsunami à Fukushima et 30 000 morts, je dirais, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on cherche à comprendre pourquoi les Japonais ont décidé d'orienter la production d'énergie vers le nucléaire, pourquoi ils ont décidé de construire cette centrale nucléaire au bord de l'eau, etc., etc. Mais sinon, si ce n'est pour que savoir qu'il y a 30 000 morts, c'est en fait extrêmement anxiogène. Et donc là, on comprend mieux pourquoi. On voit maintenant poindre depuis un certain nombre de décennies une augmentation des troubles de la santé mentale, notamment les anxiétés. Vous savez qu'aujourd'hui, 14% de la population est concernée par l'anxiété. 8% en Europe. En France, on est un peu plus fort, on est à 12% pour la dépression. Vous voyez ce qui se passe quand on n'est pas proactif pour se prémunir de ce tsunami. Donc, il faut chercher à comprendre plutôt qu'à savoir. Ça, c'est mon deuxième préambule. Et le troisième, il est en fait lié à la connaissance que nous commençons maintenant à acquérir en matière de fonctionnement du cerveau. On s'aperçoit aujourd'hui, je pense qu'on le verra aussi dans l'autre intervention, que l'on doit développer, pour comprendre la conscience humaine, une approche non plus analytique et réductionniste telle qu'on l'a eu, nous, les scientifiques, dans l'héritage du siècle des Lumières, mais l'on doit plutôt développer maintenant une approche holistique, une approche qui va s'enrichir de la complexité, voir Edgar Morin, voir Atlan et d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réduire les traits de la conscience par des mécanismes extrêmement réductionnistes. Pourtant, vous trouvez encore dans les magazines papier glacé le gène de la fidélité, le gène de l'intelligence, le gène de la colère. Ce n'est pas possible. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que la conscience humaine se décline selon 3 dimensions, 3 axes qui sont intriqués. Le premier, c'est la dimension intellectuelle. Le deuxième, c'est la dimension affective. Mais attention, on ne peut pas opposer intellect et affect. Les deux se nourrissent. Et la troisième dimension, c'est la dimension spirituelle. Je ne parle pas ici de théologie, mais je parle d'un mécanisme de notre cerveau qui est celui des croyances. Nous avons besoin de croire en certaines choses, ça nous rassure, et je ne sais pas si on aura l'occasion d'aborder ce troisième point, mais il est en fait extrêmement important et prédominant. Quand on est dans
dans la dimension inconsciente, le domaine des croyances, c'est celui qui domine le plus. Juste pour illustrer ce que je veux dire par la troisième dimension, parce que la première, intellect, affect, pour vous, ça fait écho, mais la troisième, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, simplement, vous faites cette expérience en rentrant à la maison ce soir, vous donnez une paire de dés à un de vos enfants, et vous lui donnez l'injonction suivante, je veux la somme la plus forte, et ça va faire comme ça. Vous ramassez la paire de dés, vous lui demandez de rester derrière vous, et vous faites rentrer une deuxième personne dans la même pièce. Vous lui donnez la même paire de dés, vous lui donnez l'injonction suivante, je veux la somme la plus faible. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On se retient. Vous avez vu? Ça contre ça. Il y a une certaine croyance qui veut que, en fonction de l'inertie à laquelle vous jetez les dés, la somme en dépendra. Évidemment, je ne connais pas moi-même le physicien qui aurait trouvé cette loi. Mais votre cerveau fonctionne avec cette fameuse croyance. Voyez, donc ces trois dimensions sont intriquées, on ne peut pas les dissocier. Voyez, le charisme d'un homme politique, d'un leader dans une entreprise, etc., c'est quelqu'un qui sait jouer avec ces trois dimensions et qui n'est pas en train d'en mettre une en avant pour inhiber les autres. Voyez, on redécouvre aujourd'hui l'incarnation, par exemple, du cerveau. On ne peut plus séparer le corps et l'âme. Voyez, ce sont deux dimensions qui se nourrissent. Parce que quand je parle d'émotion, l'affect, c'est dans le corps que ça se vit, évidemment. Voilà, donc ça c'est un peu mes trois messages forts que je tenais à vous dire dans les découvertes que l'on voit apparaître et qui se confirment aujourd'hui. Alors si j'ai un tout petit peu de temps, donc j'illustrerai la première dimension qui est celle du cerveau qui se reconfigure en fonction de ce que vous faites avec. Eh bien, ici, j'emprunte cette lithographie à Martin Escher. Vous savez, c'est un dessinateur. Alors, c'est le père des surréalistes. Et vous connaissez un autre de ses dessins, c'est les fameux escaliers, où on a l'impression toujours qu'ils montent. Eh bien, ici, j'ai emprunté ce dessin-là parce qu'il illustre très bien ce que j'aimerais vous faire passer comme message. L'idée que, d'abord, notre cerveau atteint une certaine complexité. Il a inventé des outils. Donc là, c'est le crayon. Ce crayon permet de dessiner quoi? Une main. Mais cette main, en retour, elle dessine une main. Et donc, vous voyez ici cette idée que j'aimerais faire passer sur le fait que nous inventons des machines, nous inventons des outils, et l'utilisation de ces outils façonne notre cerveau. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Notre cerveau est reconfigurable et il n'y a jamais d'âge pour qu'il s'arrête. Au contraire, on s'aperçoit que ce cerveau, alors il y avait un dogme qui voulait qu'après 25 ans, je l'ai marqué ici dans la dernière ligne, ici, qu'après 25 ans, nous ne fassions que perdre de façon inéluctable nos plus précieuses cellules du cerveau, à savoir les neurones. Eh bien, on s'aperçoit que si l'on maintient justement les conditions nécessaires, ces conditions permissives qui vont permettre à ce cerveau de produire en réaction des nouveaux neurones, eh bien, il n'y aura jamais de limite pour voir des nouveaux neurones apparaître dans ce cerveau. Et quelles sont les conditions qui nourrissent ce cerveau? Bien, la première, c'est ce que vous avez fait ce soir. Donc là, je vois déjà des neurones pousser dans votre cerveau. C'est la première démarche de vouloir comprendre. Chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, à élucider des problèmes complexes. Donc se mettre toujours dans la position de l'apprenant. Ce n'est pas parce qu'on est sorti de l'école que maintenant c'est fini. On va utiliser nos outils qu'on nous a donnés et que l'on a acquis durant une phase de l'éducation, et puis ensuite on reste dans la routine. Non, jamais. Vouloir éviter la routine, c'est la première condition qui permettra à ce cerveau toujours de pouvoir régénérer des neurones dans certaines régions du cerveau. Deuxième condition permissive, c'est de lutter contre la pollution sonore et visuelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'infobésité. C'est ça, la pollution sonore et visuelle. C'est lorsque votre cerveau se trouve stimulé en dehors d'un contexte sémantique. Je perçois une information, admettons le journal télévisé de 20 heures, où vous n'avez que des catastrophes qui vous sont arrivées pendant 30 minutes. Après avoir regardé ça, vous avez déjà une grosse sinistrose si ce n'est pas une anxiété énorme. Donc vouloir lutter contre la pollution sonore et visuelle, c'est vouloir chercher à être stimulé, et avoir de l'information et donner un contenu sémantique, comprendre pourquoi vous avez acquis cette information. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous voyez, aujourd'hui, on voit apparaître dans les entreprises tous ces mails que l'on envoie, courriels, je devrais dire,
en CC, hein, en pièces attachées, avec 50 destinataires, c'est extrêmement nuisible parce que vous vous trouvez bombardé d'informations. Finalement, c'est d'autres qui vont traiter cette information. Et heureusement, maintenant, certaines entreprises comme IBM et bien d'autres commencent maintenant à vouloir réguler tous ces flux d'informations complètement inutiles, voire même anxiogènes. Deuxième facteur, savoir donc lutter contre la pollution sonore et visuelle. Troisième facteur, c'est d'éviter l'usage chronique des psychotropes. Donc, commencez pas à culpabiliser si vous prenez des tranquillisants, des somnifères ou des anxiolytiques ou des antidépresseurs. La question est de ne pas s'y accrocher pendant 40 ans. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une relation entre l'incidence de maladies neurodégénératives et l'utilisation chronique sur plusieurs décennies de cette famille de molécules. Quatrième condition, c'est celui de la sédentarité. Lutter contre la sédentarité. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez devant un escalator pimpant neuf qui brille et qui vous appelle, et que vous avez à côté des escaliers dans lesquels vous avez peut-être même des papiers gras, des chewing-gums collés, et que vous préférez prendre les marches, sachez qu'il y aura deux actions positives sur votre cerveau. Une action directe, parce que quand vous engagez une action physique, vous avez une augmentation ça c'est l'action indirecte, une augmentation du rythme cardiaque et de la ventilation, donc vous allez oxygéner mieux votre cerveau. L'action directe, c'est une action trophique, parce que quand vos muscles vont bouger, ils vont libérer des facteurs, des substances qui vont avoir une action positive sur les terminaisons nerveuses. Mais si cet effort musculaire va durer plus de 10 minutes, cette action locale va passer par la voie sanguine au niveau du cerveau et venir stimuler ces fameuses niches qui produisent des nouveaux neurones. Donc on a l'effet indirect et l'effet direct de l'action, de l'effort, de l'activité physique. Effort, ça fait peur, mais on va plutôt parler d'activité physique. C'est-à-dire que toute activité dépassant les 10 minutes par jour sera bénéfique sur ce cerveau. Et la cinquième et dernière condition, et j'arrêterai là, c'est la condition finalement probablement essentielle. C'est celle d'engager une activité psychique tournée vers l'autre. Vous voyez, le drame de la retraite, c'est quand vous rentrez à la maison. Déjà, à l'entreprise, on vous dit « bon, t'es plus bon à rien ». Vous rentrez à la maison, puis si vous vous retrouvez entouré de petits-enfants qui jouent avec des ordinateurs extrêmement rapidement, « Papy, toi, tu comprends rien », et vous finissez dans le grenier à faire des maquettes tout seul, ça, c'est extrêmement délétère. Et on ne comprend pas pourquoi, un an après la retraite, il n'en a pas profité, il en est mort. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une dimension, il y a une partie de notre cerveau que l'on peut qualifier rapidement de cerveau social, qui ne sera stimulée que lorsque vous avez l'autre en face de vous. Vous voyez ? Et quand je dis l'autre, ce n'est pas le petit chien-chien. Ce ne sont pas les animaux, c'est l'être humain avec le contact visuel, avec la motricité, avec la voix. Tout ça va faire qu'à votre insu, si vous avez une personne en face de vous, vous avez une partie de votre cerveau qui est engagée. Et donc, quand vous allez satisfaire ces 5 conditions-là, quel que soit votre âge, vous continuerez à produire des nouveaux neurones. Donc, venez, continuez, assister à ces cycles de conférences. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors, les questions qui vont se poser s'adresseront évidemment à vous trois, bien sûr. Hein, et n'hésitez pas, Monsieur Faure, à faire part de vos expériences. Avez-vous des questions? Je vous laisse la parole. J'en ai 1000 si vous n'en avez pas, mais je vous laisse la parole. Ceci vous engage-t-il vers des questionnements, vers une curiosité? Oui, je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Allez-y. Donc, n'oubliez pas de vous présenter, n'oubliez pas de dire qui vous êtes, et puis ensuite de poser votre question de façon... Allez-y, vous pouvez, le temps que le micro arrive. Allons-y. Je m'appelle Olivier Lévesque, je suis photographe vidéaste. Olivier Lévesque, photographe vidéaste. Votre question? Alors ma question, c'est, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Vous parliez de pollution sonore. J'ai remarqué que selon le type de travail que je fais, certains, je peux l'accomplir en écoutant de la musique, et d'autres fois, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on travaille avec de la musique à côté, par exemple? Bien. On a eu 2 heures pour répondre à cette question. Elle est extrêmement importante. Non, parce que, en fait, derrière cette question se cachent en fait 2 dualités mentales. Vous me donnez combien de temps pour répondre à cette question? 1 minute 30. 1 minute 30. Une dualité mentale, nous avons tous un cerveau qui oscille entre 2 modes opératoires. Le mode analytique, celui qui cherche à comprendre,
et le mode automatique qui va, vous voyez, quand vous allez rentrer à la maison peut-être en prenant un véhicule tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin de penser que le moteur passe à 2700 tours minute pour passer la troisième. Ça va se faire de façon automatique. Donc on a deux modes, analytique et automatique. Si vous voulez, sur le plan sensoriel, puisque vous parliez de modalités sensorielles, c'est la grande différence entre écouter et entendre, voir et regarder. C'est-à-dire que notre cerveau, soit il prend de l'information et lui donne du sens, soit il traite de façon inconsciente cette information. Et c'est là où on pourra dire que notre cerveau est multitâche. Il est multitâche dans les formes automatiques, mais il ne sera monotâche que lorsque l'on sera concentré sur une fonction. Vous voyez, si au bureau, vous avez le téléphone et vous tapez un mail et vous dictez une lettre à quelqu'un, 3 activités, eh bien, il y en a une qui sera traitée de façon consciente, les 2 autres sont faites de façon inconsciente. Le problème de ces 2 modalités-là, c'est que le cerveau automatique, c'est le cerveau qui nous fait croire que l'on sait. Et donc, on fait des raccourcis, et souvent, c'est le cerveau, évidemment, de la routine, des préjugés, c'est les fameux D, c'est le mode automatique. Si avant de jouer, je vous dis, attention, concentrez-vous, et réfléchissez à ce que vous allez faire, on va tomber en mode pondéré, réfléchi, et tout le monde jettera les dés de la même façon. Vous voyez, donc, heureusement qu'on a ce mode automatique, parce que notre cerveau est extrêmement énergivore, il consomme, quand vous prenez votre cerveau dans la main, il fait à peu près, vu votre corpulence, il fait à peu près 2% du poids corporel, 1,5 kg. Mais quand on mesure l'énergie engloutie par cette petite masse de 2%, c'est 30% de l'énergie. Donc c'est pour cette raison qu'il ne peut pas marcher toujours en mode pondéré. Et d'où l'intérêt de basculer de temps en temps en mode automatique. Vous voyez, c'est le mode où il est un peu comme un écran, un ordinateur, vous le mettez en veille. Voilà. Donc 2 modes opératoires, automatique et pondéré, le multitâche et l'automatique. Bernard Faure, le mode automatique et pondéré se retrouve-t-il chez l'athlète de haut niveau, chez le compétiteur ? Oui, bien sûr. Moi, ce qui est fascinant, parce que vous savez, en sport, on parle d'énergie, on parle de glycogène, de consommation d'oxygène, mais de savoir, moi j'étais resté à 20%, j'apprends que c'est 30%, c'est encore plus fabuleux, que simplement pesant 2% du poids de corps, il est capable de consommer 30% au niveau oxygène, glycogène, etc. C'est assez fascinant parce qu'on a tendance un petit peu trop à oublier ça. Alors c'est vrai que je crois que le cerveau, vous savez, sur des marathons par exemple, on dit vous passez le mur parce que vos réserves de glycogène s'effondrent. Faux, si vous faites une biopsie musculaire, vous voyez qu'il y a encore du glycogène, que tout va bien. Simplement, le cerveau a décidé simplement de protéger. Il a mis en route des tas de signaux d'alerte, de détresse, pour se protéger, peut-être pour protéger le cœur, qui est quand même un organe vital, peut-être aussi pour se dire, attention, tu vas un petit peu trop loin. Donc je pense que de manière tout à fait inconsciente, il nous gouverne en fait. Et si vous voulez, parfois, on peut lui suggérer des situations qu'il va apprivoiser un petit peu plus, qu'il va connaître, il les verra peut-être comme moins dangereuses, et à ce moment-là, il décidera peut-être d'aller un petit peu plus loin dans l'effort. Mais je dirais que c'est un jeu dont on ne connaît jamais les limites et dont nous ne sommes pas le maître non plus. Merci beaucoup. Y a-t-il une question ? Oui, monsieur, si on a un micro, et madame également. Donc, monsieur, oui, vous parlez fort, allons-y, mais voici le micro. Merci beaucoup, madame. Merci, allez-y. Présentez-vous. Alors, mon nom est Rémi Chrétien, mon pseudonyme Steve Cox, je suis compositeur de musique et donc de chansons. Et à ce titre, je travaille en collaboration très étroite avec mon cerveau. Donc ça m'a amené à le connaître, évidemment, puisque j'ai besoin de lui pour réaliser mes œuvres, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que mon cerveau était beaucoup plus performant lorsque je composais une musique, enfin, dans un thème qui me plaît, ou un texte, ou que j'écrive un texte sur un sujet qui me plaît. Là, le cerveau est beaucoup plus performant et je vais beaucoup plus vite à trouver les idées. Par contre, il y a une question que je voulais vous poser. Avec le son. On dit que la nuit porte conseil. Souvent, quelquefois, je me pose des questions. Et quand j'ai bien dormi, eh bien, le lendemain matin, je me réveille et j'ai les solutions qui apparaissent. Je voulais vous demander pour quelles raisons. Alors, d'abord, il faut savoir, la nuit, le cerveau ne se repose pas. Il fait en gros 5 ou 6 épisodes d'orage intense, d'activité. Quand je parle de 30% de l'énergie consommée, on s'aperçoit que c'est essentiellement la nuit. Donc, l'idée que nous devons manger léger le soir,
ça dépend ce que vous allez faire dans la nuit, mais si vous devez consolider de l'information et la mémoire fonctionne avec le rêve, et avec certains cycles du sommeil bien précis. Donc vous avez intérêt, par exemple, à prendre des sucres lents, voyez, parce que vous allez travailler énormément durant cette phase nocturne. Alors maintenant, sur le plan de la créativité, bon, il est certain que vous parlez de la nuit qui va nous permettre de trouver des solutions. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai aussi quand on marche. C'est-à-dire que là, on est devant des inhibitions. Vous savez, l'être humain, si la raison pour laquelle on ne va pas se taper dessus tout à l'heure, même si on n'est pas d'accord, c'est qu'on a quand même une grosse inhibition préfrontale. Et grâce à cette inhibition-là, nous sommes des êtres sociaux, polis, etc. Ça peut être un frein à la créativité. Et on le sait que parfois, le couple création et maladie psychiatrique vont de pair. Parce que vous avez, sans aller même dans la maladie, les paradis artificiels sont là pour lever les inhibitions, voire l'alcool et autres. Donc, il est évident que l'idée de trouver des solutions, quand on est dans l'activité, tout à l'heure je parlais de cerveau pondéré et automatique, le cerveau pondéré, eh bien, parfois, il va trouver des solutions. Et malheureusement, parfois, il va être aussi enclin à trouver les mêmes solutions aux mêmes problèmes. Voyez ? Et l'avantage de l'inconscient, c'est qu'il va trouver des possibilités dont vous n'aviez même pas l'idée consciemment. Donc voilà, c'est tout le travail de Freud, hein, évidemment, sur le champ de l'inconscient. Mais dit rapidement, c'est la même chose que pour la marche notamment, c'est-à-dire que ce sont des activités qui permettent de créer des rythmes particuliers et vous allez retrouver notamment dans la phase nocturne. Nous n'avons pas encore, merci beaucoup, nous n'avons pas encore entendu M. Mangin. J'aurais aimé, sur tout ce qui vient d'être dit, 3 notions principales, cerveau informable et déformable, infobésité, attention, savoir est important, mais comprendre les plus encore aujourd'hui, et le dernier point, l'approche holistique, whole, l'ensemble, hein, donc l'approche globale. Attention, nous ne pouvons pas déstructurer le cerveau, il y a intellectuel, affectif, spiritualité. Sur tout cela, moi, on aimerait quand même vous entendre, votre commentaire. Moi, j'aimerais faire un commentaire sur la question qu'il y a eu tout à l'heure sur le fait de travailler en musique ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus enclin à se poser des questions par rapport à la manière dont les différentes parties du cerveau communiquent, parce qu'en fait, on a pour la première fois accès à des techniques d'imagerie qui permettent de voir ces communications et d'essayer de réfléchir au goulot d'étranglement qui s'y trouve et qui pourrait expliquer pourquoi il y a des tâches qu'on peut faire simultanément ou non. Et en particulier, l'idée qu'il y a des choses qui puissent venir à la conscience, mais pas plusieurs en même temps, c'est probablement lié à la manière dont on est structuré, la manière dont les différentes régions qui sont impliquées dans notre prise de conscience ne peuvent pas recevoir des informations de différentes entités dans le cerveau qui travaillent indépendamment. En fait, il y a pas mal de gens qui ont des modèles pour essayer d'expliquer pourquoi, effectivement, certaines tâches peuvent se faire simultanément ou non. Et puis aussi, peut-être pourquoi on peut s'entraîner à jouer de la batterie en travaillant d'arrache-pied pour créer des fonctionnalités supplémentaires dans le cerveau, peut-être des voies de communication supplémentaires qui permettent de passer outre. C'est ça. Donc, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le seraient pas ou que vous ne constatez pas en imagerie. Qu'on le constate ou pas en imagerie, c'est beaucoup dire, mais en imagerie, on commence à un petit peu lever le voile sur un certain nombre de choses, en particulier cette connectivité, et avoir des contraintes sur les modèles qu'on met en avant pour essayer d'expliquer ce qui nous arrive, notre comportement. On n'est plus libre comme l'air, comme autrefois, quand on avait juste une boîte noire, des temps de réaction à des questions, et qu'on devait inférer un modèle qui expliquait tout ça. Aujourd'hui, on a plein de données concrètes qui doivent être expliquées par les modèles qu'on met en avant. Merci beaucoup. Madame, votre question, Bonsoir, présentez-vous. Bonsoir messieurs, je suis Wafa Ezine, responsable d'un cabinet conseil en organisation événementielle et incentive. Ma question est la suivante, c'est que quand on a la même chose dans le cerveau, donc de naissance on est pareil, mais en revanche quand on devient adulte et que par exemple l'annonce d'une chose grave, dans la vie privée ou professionnelle, peu importe, il y a ceux qui vont l'affronter d'une façon, je ne dirais pas désinvolte, parce que des catastrophes, on ne les apprend jamais d'une façon très facile, mais on arrive à surmonter, on arrive à aller de l'avant malgré tout, et il y en a d'autres personnes qui plutôt seraient vers la dépression, vers la négativité. Donc,
qu'est-ce qu'il fait le cerveau là-dedans? Pourquoi cette différence entre les gens, entre quelqu'un qui va réagir positivement et l'autre qui va réagir complètement négativement? L'optimisme, le pessimisme, c'est dans notre cerveau? Alors, en fait, premièrement, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des nouveautés dans le domaine des neurosciences, c'est qu'on commence maintenant à élucider pas mal de mécanismes biologiques des maladies psychiatriques. Vous savez que voilà, l'héritage de Descartes, on a voulu séparer l'âme et le corps, et donc aujourd'hui on s'aperçoit quand même que toutes ces maladies psychiatriques sont ancrées dans le corps. Dit rapidement. Mais l'autre chose qui est importante de savoir, c'est que nous naissons avec un acquis. Donc le cerveau, en gros, il est génétiquement programmé, mais programmé pour apprendre. Donc ensuite, vous allez grandir, vous allez subir des influences de la part de la société, du cercle familial, des institutions qui vont vous apprendre des choses, etc. Et vous allez évoluer. Et ce qui est assez important, et ce dont vous parlez là, c'est la possibilité soit de rebondir sur l'échec, ou soit au contraire de s'enfoncer. Et on s'aperçoit qu'évidemment, premièrement, tout le monde n'est pas identique face à l'échec. Il y a des personnes qui sont promptes à rebondir, et c'est ce qu'on appelle la résilience, et puis d'autres qui vont, au contraire, tout aller bien, et le moindre petit problème fait qu'ils sont capables de s'enfoncer. On sait qu'il existe un héritage génétique, un défaut de certaines productions de neurotransmetteurs qui font que, on le sait par famille, il y a toujours dans une génération, voilà, il y a un suicidé, donc il y a l'héritage. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de comprendre la relation entre ces gènes, ces mutations, et ce qu'on va appeler le phénotype, peu importe, mais en tout cas le comportement humain et sa résilience ou pas. L'autre point qui est très important pour que vous puissiez comprendre justement ce fait-là, c'est que notre cerveau, il a une grande dimension, c'était un petit peu la dimension que je voulais répondre tout à l'heure à monsieur aussi, il est porté par le désir, il doit être porté par le désir. Le désir, c'est quoi? C'est la possibilité de simuler la récompense à venir. Donc notre cerveau est une machine à simuler. Pendant que je vous parle, ou peut-être tout à l'heure, vous allez penser qu'il faut, en rentrant à la maison, décongeler le gigot, parce que vous avez des invités qui viennent demain, etc. Vous voyez, c'est inéluctable, ça fait partie du mécanisme intrinsèque du cerveau. Donc vous devez simuler la récompense à venir. Ça, c'est le désir. Et quand vous êtes dans l'acte de consommer cette récompense, là, c'est le plaisir. Donc ce qui est important, c'est que notre cerveau, il est toujours poussé dans l'action par normalement le désir. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez plus agir, quand il n'y a plus d'action possible? C'est l'anxiété. Et là, vous avez l'exemple concret, si j'ai une toute petite minute pour vous expliquer ce que c'est que l'anxiété, quand il n'y a plus d'action possible, l'exemple d'un veilleur de nuit qui fait une ronde dans une gare ferroviaire. Nous sommes au mois de juillet, tous les détails sont importants. 23 heures, et il est attiré par du bruit dans un des wagons. Il s'achemine dans le wagon avec son chien, il rentre dans le wagon, parce qu'il a vu de la lumière. Malheureusement, la laisse du chien fait que la porte se claque, et nous avons notre vigile prisonnier dans le wagon. Bon, c'est pas grave, il commence à sortir le talkie-walkie pour appeler au secours, parce qu'il a essayé d'ouvrir la porte, et la poignée reste dans ses mains. L'action, il n'y en a plus, là. Alors il essaye de prendre son talkie-walkie et d'émettre un signal pour dire